Après 19 mois d'audience, les mises en cause dans le dossier du procès du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso seront fixées sur leur sort ce lundi. En attendant le verdict de ce lundi, partie civile et défense espèrent chacune que le tribunal la suivra dans sa plaidoirie. Plus de 84 personnes sont poursuivies pour avoir tenté de renverser le 16 septembre 2015 le gouvernement de transition. Le parquet a requis la prison à vie contre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, présentés comme les cerveaux présumés du putsch. Les plaidoiries ont duré 2 mois et demi dans le cadre de ce procès. Maître Olivier Yakoulni, l'un des avocats du général Gilbert Diendéré, a soutenu qu'il y avait eu beaucoup de violations de droit de la procédure. Mais nous avons malgré tout tenu à donner notre position. Nous pensons quand même que le tribunal nous a entendus, a-t-il conclu. Quant au procureur militaire, il a requis des peines allant de l'acquittement à la prison à vie. La décision d'un tribunal britannique dans cette affaire de contrat prétendument conclu en 2010 entre le ministère fédéral des ressources pétrolières au Nigeria et la société PID met très mal à l'aise le pouvoir d'Abuja. Le gouvernement fédéral a démenti l'allégation selon laquelle il n'avait pas défendu diligemment l'affaire, ce qui a conduit à l'octroi d'une dette judiciaire de 9,6 milliards de dollars à son encontre pour un contrat de gaz bâclé. Le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Lai Mohammed, a déclaré au gouvernement qu'il était invité au programme de la Nigerian Television Authority NTA, l'émission intitulée Good Morning Nadia, suivie par l'agence de presse nigériane à Abuja. Il a dit que l'insinuation dans certains milieux que le gouvernement n'avait pas défendu le cas à la fois devant l'arbitrage et devant les tribunaux était fausse et injuste. Dans un jugement pour rappel, un tribunal britannique avait autorisé une société irlandaise d'ingénierie et de gestion de projets, Process and Industrial Development, à saisir 9,6 milliards de dollars d'actifs nigérians sur le contrat échoué. La décision du tribunal était la conséquence du contrat prétendument conclu en 2010 entre le ministère fédéral des Ressources et cette société, et la décision rendue en juillet 2015 par un groupe spécial d'arbitrage siégeant à Londres en faveur de la société. Ce n'est pas vrai que nous ne l'ayons pas défendu ou que nous ne soyons pas représentés, a déclaré le ministre. Il a ajouté que le gouvernement fédéral avait réussi à faire annuler la sentence par la Haute Cour fédérale de Lagos, mais que le tribunal avait ignoré cette décision. La cote d'alerte a dépassé depuis plusieurs jours le niveau d'alerte, ont averti les techniciens de l'autorité du bassin du Niger qui ont alerté les autorités afin que des mesures soient prises pour éviter la catastrophe. Sur les rives du fleuve, la menace est réelle. Les populations ont les pieds dans l'eau. Pour certains, c'est du jamais vu et le pire est à venir si rien n'est fait. En attendant, ils s'activent avec des moyens de fortune pour se protéger. Ça dérange nos jours et nos nuits. Vous l'avez constaté, nous sommes là-dessus depuis 3 jours en train de bricoler, de faire ce que nous pouvons faire pour limiter les dégâts. Mais c'est que la menace est réelle d'inondation. Nos habitations et tout ce que nos investissements risquent d'être noyés par cette crue qui est une crue exceptionnelle, il faut le dire. Les autorités régionales de Niamey ont sonné l'alerte et demandé aux riverains de prendre des dispositions pour quitter les rives du fleuve au risque d'être inondés avec de graves conséquences. Pas question de quitter leurs terres, renchérissent certains riverains. Si quelqu'un doit prendre des dispositions, c'est l'État. À croire qu'une catastrophe ferait les affaires de certains qui veulent ameuter la communauté internationale pour demander de l'aide au profit des sinistrés, estiment ce riverain. Jusque-là, vraiment, on n'a pas vu vraiment des mesures qui ont été prises face à cela. Donc, moi, je dirais qu'il y a vraiment un manque de volonté au niveau de l'État, de l'irresponsabilité. Donc, je ne sais pas que le fait de faire des sinistrés, ça profite à certaines têtes ou pas. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Face à la vitesse et à la pression de l'eau, la digue construite pour sauver les riverains et qui n'a pas encore été réceptionnée commence déjà à céder, menaçant les maisons, jardins et rizières. Les techniciens du 5e arrondissement de la ville de Niamey tentent de colmater la partie qui a cédé. On est en train de travailler avec les techniciens. Nous, on apporte un soutien en fait aux techniciens qui vraiment nous ont demandé un soutien rapide. Parce que le temps qu'eux aussi puissent mobiliser tout ce qu'ils ont, ça va nous prendre du temps et vraiment c'est très urgent.
Donc ils nous ont conseillé d'utiliser un peu d'argile pour pouvoir contenir l'eau et après de mettre de la latérite en fait. Parce qu'il y a un trou qui est en bas. La digue a été vraiment construite vraiment sur le fleuve. Donc vraiment on pense qu'avec un peu d'argile et un peu de latérite, ça peut au moins contenir un peu ces choses avant que nous trouvons une solution vraiment définitive. Depuis quelques jours, le Niger enregistre de fortes pluies. Dans certaines localités du pays, ces pluies ont causé des inondations avec plusieurs maisons effondrées et des pertes en vies humaines. Près de 170 élèves devenus orphelins de la commune de Douala 5e ont reçu ce dimanche 1er septembre de la part de l'ONG L'Audio un kit scolaire composé de cahiers, stylos, ardoises, gommes et livres. Du matériel didactique qui certainement va aider les bénéficiaires à préparer sereinement la nouvelle rentrée scolaire 2019-2020. Pour le partage des supports à l'université, nous avons besoin des rames de papier. Ceci pourra m'aider afin de pouvoir terminer mon année scolaire. Je suis contente d'avoir eu cette prime. Cette année scolaire, ça va m'aider pour l'école. Pour Martine L'Audio, mécène de cet événement. Je suis d'abord un enfant démuni. Mon papa était décédé pour la guerre. Nous sommes les enfants de martyrs. Donc j'imagine comment ma maman, la veuve, Makam Marie, a beaucoup souffert pour nous. Et je vois comment d'autres mamans sont en train de souffrir pour les enfants. J'ai initié ça. Ça fait déjà plus de 11 ans que je fais ça. Une initiative encouragée par le chef de quartier d'Oyak 2. C'est bien de voir ce genre de gestes parce que ça édifie, ça initie aussi certaines personnes. Ça prouve que jusqu'à aujourd'hui, nous avons des âmes de bonne volonté qui peuvent aussi penser aux enfants démunis, qui peuvent penser aux orphelins. Des gestes qui visent à exhorter les autorités à divers niveaux, ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté, à offrir les mêmes chances de scolarisation aux enfants qui n'ont plus leur géniteur en vie, ou ceux dont les parents vivent en dessous du seuil de pauvreté. Plus de 1800 kg de cocaïne ont été saisis par la police judiciaire bissau-guinéenne ce lundi soir dans la région de Kanchungo, à 120 km de la capitale Bissau. C'est la plus grande quantité saisie dans l'histoire du pays. La saisie de cette importante quantité a été faite aujourd'hui suite à l'opération déclenchée il y a 2 semaines, opération Navara, qui visait le nord du pays, où il y avait le soupçon de débarquement d'une importante quantité de stupes. Donc les agents de l'unité de la lutte contre stupes de la police judiciaire ont réussi à récupérer cette importante quantité. Et c'est la plus grande quantité saisie dans l'histoire du pays. On parle de 1800 et quelques kilos, disons plus qu'une tonne et demie qui a été saisie. Et aussi, on a pu démanteler partiellement un important réseau. En ce moment, on a pu arrêter déjà 3 Colombiens, un Malien et 4 Bissau-Guinéens. C'est trop, mais ce qui est très important, disons, c'est l'engagement du pays pour combattre ce phénomène. 8 suspects, 3 Colombiens, 4 Bissau-Guinéens et un Malien ont été arrêtés à la suite de cette saisie qui s'est opérée en 2 temps dans 2 localités proches de la côte nord du pays, à quelques 120 km de la capitale. Ils doivent contrôler certains déploiements, en particulier contre les pillards, contre la destruction de biens et contre toute autre forme de délinquance. Quand nous sommes allés à l'auberge, nous ne nous attendions pas à ce qu'elle soit calme, nous nous attendions à ce qu'elle soit bruyante, mais en tant que personne très influente qui a parlé avec nous, ils ont accepté que nous nous rencontrions le dimanche. En tant qu'organisme chargé de l'application de la loi, nous travaillerons dur pour prévenir toute autre chose qui se produirait avant dimanche et nous espérons pouvoir trouver une solution définitive.
Mais pour le moment, nous restons engagés avec la République démocratique du Congo et je dois dire d'une façon très claire, les Nations Unies n'abandonneront pas le peuple congolais. Mon énorme satisfaction, nous avons eu un débat très constructif avec Monsieur le Président de la République et je suis sûr que dans le cadre de la révision stratégique de la MONUSCO, le Conseil de sécurité décidera quelques ajustements qui puissent améliorer la MONUSCO et sa coopération avec le gouvernement congolais et que nous sommes convenus que la MONUSCO va renforcer sa capacité d'action vis-à-vis l'ADF et va renforcer aussi sa coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux préoccupations sécuritaires des populations face à cette menace qui est non seulement congolaise, c'est vraiment déjà une menace internationale. Le pape François est arrivé à Maputo, au Mozambique, où il a été accueilli par le président mozambicain Felipe Nyusi et des membres du clergé national avant de recevoir les honneurs militaires en tant que chef d'État, puis de saluer de nombreux groupes de danseurs qui l'ont immédiatement immergé dans une ambiance festive et chaleureuse. Je suis tellement émue d'avoir vu le pape François que je ne peux pas le décrire. Centré autour du thème Espérance, paix et réconciliation, cette visite du pape intervient juste après l'accord d'août dernier entre le président mozambicain et le chef de Renamo, ex-rébellion devenu le principal parti d'opposition, signé 27 ans après la fin de la guerre civile qui a fait 1 million de morts. Dans un message vidéo en portugais destiné aux Mozambicains, le pape François a déjà appelé à renforcer la réconciliation fraternelle au Mozambique et en Afrique, seule espérance pour une paix solide et durable. Il a débuté ce jeudi sa tournée par une rencontre privée avec le président Felipe Nyusi qui souhaite briguer un deuxième mandat lors d'une élection prévue le 15 octobre. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés il y a 1 an au Vatican. À Dakar, 8 élèves musulmans et voilés se sont vus refuser de venir en cours pour la rentrée des classes cette semaine. La direction de l'établissement Sainte-Jeanne d'Arc a expliqué suivre un nouveau règlement vestimentaire qui impose d'avoir la tête découverte. Ce règlement est conforme à ce qui a toujours été observé dans les 57 pays où la congrégation a des établissements, notamment en Afrique de l'Ouest. Et ils ont dit à nos parents, soit vous prenez vos enfants, vous partez avec eux, soit ils retirent le voile. Et vraiment, ça nous a touchés, nous, parce qu'on est dans cette école depuis plus de 9 ans, depuis le primaire, on était là bien avant, même des enseignants et les proviseurs même. Et je ne vois pas pourquoi on devrait nous demander de le retirer alors que ce règlement n'était pas là, même avant les inscriptions. On s'est inscrit et c'était toujours le règlement d'avant et il ne voulait pas dire les choses concrètes. Elle est désemparée, elle est écœurée, il faut dire le mot, parce qu'un enfant n'a pas cette répartie, comme nous les adultes quand même, de comprendre effectivement pourquoi on leur fait ça. Elle ne comprend pas, elle, ce qui leur arrive. Donc c'est une sorte vraiment de désolation totale qu'elle subit. Elle est très mal, elle est très mal. Je suis inquiète parce que quand nous sommes venus pour réinscrire notre fille en juin, ils ne nous ont pas dit qu'ils n'accepteraient pas les filles voilées. Or, ma fille est dans cette école depuis la 6e, depuis 8 ans. Ancienne colonie française, le Sénégal compte plus de 90% de musulmans adhérents pour la plupart à l'islam soufi, représentés par différentes confréries qui vivent dans une grande concorde avec le reste de la population principalement catholique.